C'est à vous, Lilian. Merci Elsa. On retrouve François Rebsamen pour la deuxième partie de cette Voix est libre. Allez, c'était l'information hier soir, le retour de Nicolas Sarkozy, François Rebsamen. Alors bon, on s'en doutait, on le voyait venir. Est-ce que tout va changer dans la vie politique française ? Non, rien va changer parce qu'il n'est pas parti. En réalité, c'est toujours là. Il était là par concert interposé et autres. Donc voilà, il est revenu. Il veut être président, je crois, de l'UMP. Donc c'est son droit le plus strict. Hein, voilà. On a beaucoup parlé des affaires qui le concernent. Est-ce que vous pensez qu'il s'en sortira ? Est-ce que vous pensez qu'il revient pour échapper à ces affaires ? Non, je pense pas. Je pense pas. La justice, elle passera. Elle dira si oui ou non il est en responsabilité sur des dossiers sur lesquels il est poursuivi. Je ne sais même plus. Il y en a tellement, des vrais, des faux. Bon, j'en sais rien. Je vais vous dire quelque chose. Ça m'intéresse. Ça me passionne pas le retour de Sarkozy. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment un grand parti comme l'UMP va retrouver, j'allais dire, une voix, parce qu'aujourd'hui, c'est 20 propositions différentes. C'est un problème pour nous, et c'est un problème pour les Français, parce que quand ils disent c'est pas assez, on va pas assez loin dans les économies, faut faire 100 milliards ou 150 milliards, vous en faites que 50, vu ce qu'ils veulent faire. Supprimer les postes de profs comme ils avaient fait. Enfin, et le débat démocratique a besoin, c'est ce que disait Manuel Valls, de se présenter projet contre projet. Moi, je respecte les formations politiques quand elles présentent des projets. Quel est le projet de l'UMP aujourd'hui ? On serait bien affichu de le dire, à part le retour de Nicolas Sarkozy. C'est quoi ça ? Manuel Valls a frappé fort en disant que le FN était aux portes du pouvoir. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce qu'il a exagéré ? Est-ce que c'est une posture, une manœuvre ? Non, je crois que c'est pas exactement la phrase. Elle est un peu plus longue, effectivement. Je pense qu'il a dit qu'il faudrait pas que le FN se retrouve aux portes du pouvoir. Donc c'est pas la même chose, mais c'est vrai que c'est très inquiétant de voir la montée du FN. On peut me dire ce qu'on veut. Moi, je traite pas les membres du FN de fascistes. Je sais bien que, mais il y a un côté populiste, rejet de l'autre, qui fait que le FN est un parti à part dans la République. Donc c'est un parti qui véhicule des idées qui sont pas bonnes pour la République. Cette idée du rejet de l'autre, elle est toujours présente, du repli sur soi, comme si on pouvait sortir comme ça de l'Europe ou de l'euro, alors que ça ferait des dégâts chez les plus pauvres. C'est évidemment C'est pourtant leur électorat actuellement. Mais oui, justement, c'est à nous d'expliquer. Mais peut-être ne vivons-nous plus assez en contact avec ces gens, ne les voyons-nous pas assez. Enfin, je ne parle pas pour moi à Dijon, parce que je les connais, j'y vais, je les vois, je les rencontre. Mais vous parlez quoi, des autres ministres, des parlementaires socialistes Oui, peut-être une distance qui s'est faite entre la classe politique en général. La droite, c'est son problème, mais je parle de la gauche qui porte ces valeurs-là et ces milieux populaires. Je voyais le décalage. Vous savez, ma déclaration, elle a été brocardée par tout le monde et tout. Et j'ai reçu des centaines de témoignages de soutien de gens dans les milieux populaires. Parce que quand vous vivez dans un HLM, dans un quartier populaire, vous vivez au milieu des autres. Et vous voyez les autres. Quand vous vivez dans une maison à l'écart, dans un abri et derrière un code digital, vous voyez pas les autres. Et donc, je pense que ça, c'est un décalage. Le FN ne les voit pas plus. Mais aujourd'hui, avec les échecs, les non-résultats... c'est les échecs successifs de la droite et de la gauche qui font monter le FN aujourd'hui ? Oui, je le pense. C'est pour ça qu'il faut des résultats. Seuls les résultats comptent aujourd'hui et le sort personnel des uns et des autres n'a pas d'importance. Si vous n'avez pas les résultats que vous escomptez, est-ce que, pour le coup, la phrase de Manuel Valls prend son sens ? Oui, bien sûr. Et moi, je vis déjà comme presque une souffrance, le fait que le FN ait fait 13% à Dijon. Même si on arrivait à le maintenir, voilà, mais je vis ça comme une souffrance parce que dans une ville où on porte le vivre ensemble, je trouve ça regrettable. Il faut dire que la droite locale n'est pas à la hauteur, mais bon. Justement, il y a sur Internet, Jeanne nous dit « François Rebsamen ne regrette-t-il pas de s'être engagé dans cette galère au lieu de rester tranquillement à Dijon ?» C'est la question que je me suis posée quand le président de la République m'a proposé. J'ai refusé 2 fois et je me suis dit à un moment, je peux pas rester
il faut que je mette les mains dans le cambouis, sinon on dira il veut pas se faire comme les autres, il n'a pas le courage. Vous vous êtes vraiment posé la question? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, Pourquoi? Parce que le ministère ne vous plaisait pas? Si, au contraire. Vous préfériez l'intérieur, peut-être? Au contraire, non, l'intérieur, je le voulais en juin 2012. Au contraire, c'est un vrai ministère pour la gauche. C'est un vrai ministère pour l'histoire de la gauche. C'est être ministre du Travail, du Dialogue social, de l'Emploi, dans un gouvernement de gauche socialiste. Bon, quand moi j'en avais rêvé, donc quand j'étais plus jeune, voilà, donc pour pouvoir agir, et donc je me suis dit à un moment, je peux pas rester en dehors, les bras croisés, et puis critiquer et dire il faut pas assez de pédagogie, à moi que j'y prenne ma part, voilà. Alors cette personne a raison, c'est pas facile, j'en conviens, c'est pas facile. C'est vrai que voilà, mais je regarde toujours Dijon quand même avec les yeux de Chimène. Justement, c'est ça la question que beaucoup de gens se posent. On va même dire que c'est les rumeurs qui courent à Dijon en disant en réalité François Rebsamen, il continue à être maire de cette ville. Non, je continue à m'informer, à me tenir informé, à venir, la preuve, le plus souvent possible, le week-end, à suivre les dossiers, à être en échange permanent avec Alain Millot, à le soutenir dans toutes les démarches nationales qu'il fait. Et donc, au contraire, je pense qu'on fait un bon duo. Moi, là-haut, je peux apporter à Dijon, c'est ce que j'essaye de faire, bien évidemment, et soutenir. Mais c'est lui le maire. La droite dijonnaise avait beaucoup dit, pardonnez-moi, pendant la campagne, vous allez élire quelqu'un qui ne sera pas votre maire. Ils avaient raison. Oui, mais je ne savais pas ce que j'allais faire. Je veux bien vous le dire d'ailleurs. Je ne savais pas d'abord si on allait me proposer quelque chose. Et puis je reviendrai. Donc, l'engagement que j'ai pris, c'est que je serai à nouveau, je le pense, maire de Dijon avant la fin de ce mandat municipal. Et mon rêve le plus cher, je l'ai dit comme ça, je l'ai présenté comme ça, c'est de transmettre avec Alain Millot. Notre souhait le plus cher, c'est de transmettre le flambeau à quelqu'un de plus jeune. C'est vous qui commencez la phrase, alors. Les temps viendront à quelqu'un de plus jeune. À quelqu'un de plus jeune. Elle sera difficile, la succession? Oui, c'est toujours difficile, bien sûr. C'est toujours difficile. Mais il y a beaucoup de jeunes qui sont rentrés dans l'équipe, là, qui sont dans l'équipe et qui, j'en suis sûr, ont le même amour, parce qu'il faut avoir l'amour de sa ville pour être maire d'une ville. Bon, même si vous n'êtes pas maire actuellement, ce mandat, c'est vous qui l'avez lancé, donc vous allez pouvoir répondre à cette question. Il y a eu beaucoup de grandes choses en termes de visibilité dans les 2 premiers mandats. On a l'impression qu'il y en a beaucoup moins dans le 3e. C'est quoi ce 3e mandat là c'est la continuité, c'est les engagements qui avaient été pris. Regardez le stade de football, la tribune, mais surtout des choses qui ne se voient pas, mais qui vont faire passer dans la modernité Dijon. Je pense alors que j'ai vu qu'il y avait des gens qui osaient critiquer ça, la mise en place d'un réseau de chaleur. C'est quelque chose de formidable. C'est la fin des chaudières au fioul. C'est quand même moins visible qu'un tram. Oui, mais c'est pour la qualité de vie, je crois que c'est très important. Oui, on ne fait pas des trams tous les jours. Pour le moment, il faut rembourser la dette pour le tram, ce que fait le Grand Dijon, très bien. Et puis se transformer, évoluer, ça sera la communauté urbaine. Voilà, ça, c'est une belle réussite. Je l'ai initié et Alain Millot l'a fait voter. Il nous reste une poignée de minutes. Avant de continuer, on vient de me dire dans l'oreillette que André Bergeron, l'ancien leader syndical, est décédé. Ça vient de tomber sur les agences. C'est une époque du syndicalisme et c'est une autre époque qu'aujourd'hui. Bien sûr. Je connaissais André Bergeron, j'ai connu Blondel. Ouais. À l'époque, il y avait, comme il disait, du grain à moudre. Voilà, mais c'était des grands syndicalistes. Il y en a aussi aujourd'hui. Jean-Claude Mailly est quelqu'un de tout à fait respectable et qui porte haut son organisation syndicale. Je préférerais qu'il soit quand même plus allant sur les accords qui passent avec moi, enfin avec le patronat. Il nous reste une poignée de minutes. Avec un peu plus de sourire, on s'était dit qu'on allait vous recevoir avec un livre. On a beaucoup dit que vous alliez sortir un livre dont le concept interpellait beaucoup les rapports entre le football, la politique. Vous l'avez pas fini. En plus, j'ai reçu des lettres d'insultes. C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que vous avez eu peur de l'effet que ça allait faire, de dire ministre du Travail, au lieu de s'occuper du chômage, il écrit des bouquins sur le foot? Ça, j'y ai eu droit. Ce qu'ils savent pas, c'est que je l'avais écrit quand j'étais au Sénat, ce qui était quand même mon droit le plus strict. Donc, je gardais la Coupe du Monde à venir, qui s'est déroulée au dernier trimestre, pour compléter le dernier chapitre de ce livre. Et je vais vous faire un aveu, les gens avaient raison, j'ai pas eu le temps de l'écrire. Et donc,
il est écrit aux 3/4 et il me manque la Coupe du Monde. Vous l'auriez sorti quand même en dépit du torrent de lettres que vous avez reçu Oui, et de l'effet qu'elle est en si j'avais eu effet. le temps de Ouais. le faire. Donc maintenant, je me dis, je vais repousser. Il y aura l'Euro 2016. Après tout, personne ne peut m'empêcher quand même, Alors pendant mes quelques jours de repos à Noël ou en été, de terminer. Mais C'est quoi l'idée du livre? On voit pas football politique. ben justement, je vais regarder le secret. C'est un peu autobiographique, bien sûr. C'est mon histoire mêlée à des événements sportifs qui se déroulent comme ça et qui permettent de rythmer le temps. Alors cette Coupe du Ça Monde. commençait en 1958 parce que c'est la première Coupe du Monde que j'ai vue à la télévision et c'était censé se terminer à celle-là, mais finalement ça va me donner le temps d'introduire un nouvel événement. Est-ce que c'est pas j'espère. que vous aviez pas tellement envie de terminer à celle-là parce que le contexte politique. Franchement, je vais vous faire un aveu. D'abord, j'ai eu droit à 9 jours de congé cet été au mois d'août et j'ai dormi 48 heures et j'ai pas eu le courage, je veux autant dire les choses, pendant les 7 jours de faire que ça. Et puis, faut aussi consacrer un peu de temps à sa famille. Alors sans nous livrer les bonnes feuilles, cette France en crise actuelle pendant la Coupe du Monde qu'on a vécue là, de votre point de vue, ça dit quoi? Ben, c'était une phase de transition qui allait amener à la victoire à l'Euro 2016. D'accord, bon, on ne saura pas exactement quand même. Il nous reste très peu de temps, il nous reste 1 minute et demie. Juste un tout petit mot, vous avez été président du groupe au Sénat. Oui. Le Sénat, il est perdu pour la gauche. Après les Je ne veux municipales. pas dire ça alors que François Patria fait une campagne de feu de Dieu, du tonnerre là sur le terrain. Donc ça va être très difficile. François Patria, il dit lui-même qu'il y aura probablement qu'un seul siège au lieu de 2 pour la gauche en Côte d'Or. Je pense que son secret espoir, et il a raison, c'est d'en avoir 2. C'est tout ce que je peux lui souhaiter. En tous les cas, il le mériterait, vu la campagne qu'il fait. Pas tout seul, hein. Il y a Isabelle Lajoux, il y a Patrick Molinos, ils sont là, Castella, ils sont tous là derrière. Donc, il fait une belle campagne, il mériterait d'avoir les 2 sièges, mais après, c'est les électeurs qui choisissent et qui tranchent. Ce sera plus clair, finalement, si la gauche perd le Sénat, est-ce que ce ne sera pas plus clair, d'une certaine manière, que cette majorité que certains qualifiaient de bancale ou de vermoulue? Oui, elle n'était pas simple. Elle n'était pas simple. Il n'y avait pas de majorité de facto. Ouais. Il y avait une majorité de gauche, mais avec des élus communistes qui votaient plus rien avec nous. Donc, elle était. Mais je pense qu'une vraie majorité de droite, ça va être un handicap pour le gouvernement. Et il faut qu'il fasse attention, les grands électeurs, à ne pas réintroduire un Sénat de pure opposition. Merci François Rebsamen. Merci. De nous avoir donné un petit peu de temps, je le disais en ouverture, Merci, dans l'agenda d'un ministre. Samedi prochain, pas d'émission, puisque nous serons à moins de 24 heures des élections sénatoriales, le Sénat dont nous venons de parler. Et je voterai. Et vous auriez pu être candidat si vous n'aviez pas été ministre. Oui, j'aurais été candidat. Voilà. Mais vous pourrez suivre une page spéciale dans le journal de mercredi à vendredi pour tout savoir sur ces élections et puis les résultats dimanche, bien sûr, dans notre journal de 19h. Bon week-end, au revoir et merci. Merci.